Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Avignon, vers la fin du mois d'octobre 1524, nous sommes donc dans l'ancienne cité des papes, et voilà qu'un groupe à cheval est en train d'entrer par la grande porte, vous savez, cette porte assez monumentale du XIVe siècle, entre dans la ville d'Avignon. Il y a une grande escorte, on devine que les personnages qui sont en train d'arriver en Avignon sont importants, et parmi d'ailleurs toutes ces personnes escortées, une dame, personnage extrêmement important de ce groupe. Elle est entièrement vêtue de noir, encapuchonnée de noir, même ses gants sont noirs. Louise de Savoie est là, au cœur des cavaliers. Ça fait 3 mois qu'elle est régente du royaume de France, puisque son fils, le roi François Ier, l'a chargée de diriger les affaires le temps d'une campagne qu'il doit aller mener au-delà des Alpes pour aller récupérer le Milanais. Louise n'avait pas du tout envie de voir partir son fils. Elle estime que l'état des finances du royaume ne permet pas une telle expédition. Je pense qu'elle avait entièrement raison d'ailleurs, et presque tous les conseillers autour de Louise, à commencer par le chancelier lui-même, avaient déconseillé au monarque d'entreprendre cette aventure militaire. Seulement, François Ier n'a rien voulu entendre, et après avoir donc investi sa mère de la régence, comme il l'avait fait 10 ans plus tôt au moment de la 5e guerre d'Italie, qui s'était conclue par la grande victoire de Marignan, eh bien, François Ier est reparti à la guerre. Il s'était couvert de gloire en 1515. Le moins qu'on puisse dire est que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Louise, comme toujours, a fini par accepter les décisions de son fils. De toute façon, elle est littéralement éblouie par lui. Il suffit qu'il dise un mot pour qu'elle soit d'accord. C'est assez effrayant de voir une mère entièrement à la dévotion comme ça de son enfant. Et voilà le roi de France donc parti pour Avignon à la tête de son armée, avec cette idée de réenvahir la Lombardie. François Ier étant en Provence, il tergiverse. Lui voudrait attaquer tout de suite, avant l'hiver. Mais évidemment, autour de lui, tous les hommes de guerre lui disent que ce n'est pas du tout le bon moyen, c'est pas du tout la bonne époque pour attaquer. Louise de Savoie apprend que son fils hésite, qu'il ne sait plus s'il doit faire marche avant, marche arrière. Elle aussi n'a pas du tout envie de voir l'armée française attaquer en plein mois d'octobre. Elle se dit que le seul moyen d'éviter à son César bien-aimé, comme elle l'appelle, de commettre une grave erreur, c'est de venir à ses côtés et de lui parler. Et voilà pourquoi elle arrive, elle fait cette entrée dans Avignon à la fin du mois d'octobre 1524. Mais dès qu'elle entre dans la cité des papes, c'est pour apprendre qu'il est trop tard, que son fils déjà a levé le camp à la tête de ses 6000 Suisses, en prenant donc la direction de Milan. Louise de Savoie est arrivée trop tard, et au-delà de cela, elle se dit que les mauvaises impressions, les intuitions néfastes qui sont les siennes depuis maintenant des semaines ont toute raison, malheureusement, d'advenir. Franck Ferrand sur Radio Classique. À 48 ans, Louise de Savoie est la femme la plus respectée du royaume. Depuis que son fils est sur le trône, elle est devenue la véritable... C'est elle qui tient les rênes du royaume, disons les choses. En 1515, le roi avait fait de sa mère la duchesse d'Angoulême, duchesse d'Anjou, comtesse de Maine et Beaufort-en-Vallée. Elle était même baronne d'Amboise, enfin une titulature infinie. Elle était veuve depuis l'âge de 20 ans, Louise, après la mort de son mari, Charles d'Angoulême. Et c'est parce qu'elle était veuve qu'elle avait pris l'habitude de s'habiller en noir. Cela lui convenait et ajoutait à la grande dignité qui était la sienne un air de majesté extrêmement impressionnant. Elle avait élevé ses 2 enfants, Marguerite bien sûr, la Marguerite des Marguerites, mais aussi et surtout François, dans l'ambition de les inscrire au plus haut rang de la monarchie. Et j'ai eu l'occasion déjà de vous raconter à ce micro l'espèce de vaudeville historique avec Anne de Bretagne, avec Anne de Beaujeu, cette guerre des dames en quelque sorte, Louise essayant de pousser constamment son fils en espérant qu'il deviendrait un jour l'héritier naturel du roi, et le roi Louis XII qui
très tard, réépouse une jeune Anglaise pour essayer de donner un fils, un héritier au royaume. Il n'y arrivera pas, vous savez, et finalement, quand il meurt en 1515, eh bien, c'est le fils de Louise qui finit par monter sur le trône, et rien ne prédestinait François Ier à cela. On ne peut pas dire qu'il soit l'homme le plus prudent, François Ier, et sa mère a fort à faire pour réfréner dans tous les domaines une ardeur assez extraordinaire. Et quand elle arrive donc à Avignon fin 1524, elle attend des nouvelles de son fils parti combattre les armées impériales, les armées de Charles Quint. Depuis l'élection de Charles sur le trône du Saint-Empire en 1519, François Ier n'a plus de repos. Il a désormais un rival qui va d'une certaine manière guider l'ensemble de sa vie. Aubrey David Chappy vient de faire paraître un ouvrage aux éditions Passé Composé qui s'intitule « Louise de Savoie, régente et mère du roi ». Et voici ce qu'elle écrit. Les premiers mois de la Régence s'écoulent relativement paisiblement pour Louise, installée au monastère de Saint-Just, près de Lyon, où elle vit dans l'attente de nouvelles de son fils qui assiège Pavie avec son armée. Le 17 novembre 1524, une lettre du baron de Couche l'informe de la résolution du roi de passer à l'offensive. Cependant, cette dernière tarde à venir. Début janvier, le roi de France propose aux impériaux une rencontre que ces derniers déclinent. Le 1er février, le trésorier Babou écrit à la régente que le roi cherche une bonne occasion pour mettre fin à la guerre. 2 jours plus tard, c'est au tour du souverain en personne de montrer la confiance qu'il a en ses troupes et d'expliquer à sa mère que les impériaux sont sages de ne pas vouloir affronter une armée française plus puissante que la leur. En homme réfléchi, il attend pour l'instant que les forces espagnoles se consument d'elles-mêmes à Pavie, épuisées par le siège. Louise de Savoie se rassure à la lecture de tels propos qui témoignent de la prudence de son fils. Rien ne laisse penser qu'il pourrait agir avec témérité et légèreté seulement. Voilà, vous savez ce qui va se passer, hein. La prudence qu'on lit dans les lettres de François Ier n'a pas grand-chose à faire sur le théâtre d'opération. Et le 23 février 1525, les Français vont lancer cette offensive assez inconsidérée. Ils vont être complètement dépassés par le feu des arquebusiers espagnols. Et c'est une bataille qui dure toute la nuit, qui se poursuit le lendemain. On sait que le roi de France aura son cheval tué sous lui. Il finit à pied et il est encadré bientôt par des chevaliers qui vont le faire captif. Voilà le roi prisonnier sur le champ de bataille de Pavie, et il faut 4 jours pour que la nouvelle parvienne jusqu'à Lyon. Et là, le désarroi de Louise est immense. Son fils prisonnier de Charles Quint. Dans les jours suivants, elle reçoit la célèbre lettre. Vous savez, Madame, pour vous faire savoir comment se porte le reste de mon infortune, de toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve. Ce que l'histoire retiendra par une formule désormais très célèbre: tout est perdu, fort l'honneur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Louise de Savoie est régente d'un royaume en très grande difficulté, puisque le roi lui-même, son fils François Ier, est prisonnier de Charles Quint. Et ce n'est pas tout. Les finances sont complètement à sec. Ça fait des années que les dettes s'accumulent dans tous les domaines. On voit un certain nombre de provinces commencer à relever la tête, les grands féodaux, les communes. Avec la défaite de Pavie, ce sont aussi les grands personnages du royaume qui soit sont morts. Je pense à la Palisse, la Trimouille, Guillaume Gouffier, le duc d'Alençon. D'autres sont prisonniers. Le duc d'Alençon va mourir de honte entre nous. C'est un cas un peu particulier. Bref, c'est le mari de Marguerite. Le gouvernement est complètement décapité. Il en va de même du maréchal de France, de l'amiral de France, du grand maître, du grand écuyer. Bref, tous ces gens-là ne sont plus en état de diriger. Reste le fameux chancelier Duprat, Antoine Duprat, dont la nomination 10 ans plus tôt avait beaucoup dû à Louise, puisqu'il avait été son notaire avant de devenir chancelier de France. Mais de nombreuses provinces sont maintenant amputées de leurs gouverneurs, la Bretagne, la Normandie, la Bourgogne, le Dauphiné, parmi d'autres. Et c'est dans ce contexte, dans cette espèce de chaos, que Louise va devoir faire face. Alors, que faire ? D'abord, elle va essayer de
de rassurer les gens et de rétablir une certaine sécurité dans le royaume, qui est toujours en guerre. À la tête des provinces frontalières, elle va placer des lieutenants généraux puissants, Vendôme en Picardie, Guise en Champagne, Lautrec en Guyenne, Albany en Normandie. À la tête du conseil de régence, elle s'entoure des princes du sang qui peuvent être là, nécessité pour essayer de légitimer des décisions qui, évidemment, ne viennent que de celle qu'on appelle la mère du roi. Vous voyez, elle n'est même pas reine-mère du reste. Lorsque le François Ier est né, il n'était somme toute que le fils du duc d'Angoulême. Le duc de Vendôme se voit remettre la présidence d'honneur du conseil de régence, rôle purement honorifique, évidemment, et c'est la régente qui, en fine politique, essaie d'établir des équilibres entre les différents courants. Il faut qu'elle rassure tout le monde. Le roi est prisonnier, c'était pas arrivé depuis 170 ans, au moment de la capture de Jean II, vous savez, à la bataille de Poitiers en 1356. Il était resté à l'époque 4 ans prisonnier des Anglais, et Louise comprend l'inquiétude des provinces, des grandes villes. Il faut rassurer tout ce monde-là. C'est Aubrey David Chappy de nouveau qui écrit « Poitiers, Bourges, Orléans, Tours et bien d'autres encore, aucune ville n'est oubliée. Si Louise cherche avant tout à informer les cités afin d'apaiser les peurs qui émergent dans le royaume, il importe de minimiser l'ampleur de la défaite et de rassurer les Français sur le prochain retour du roi. » La régente s'emploie également à informer les échevins de la progression des armées françaises en Italie, à leur donner des nouvelles de la santé du souverain, à leur faire part de sa très prochaine libération. Les rassurer, c'est aussi leur prouver sa capacité à gouverner le royaume en ces temps particulièrement difficiles. Elle ne se contente pas d'ailleurs de rassurer, Louise, elle prend des décisions considérables, alors que François Ier avait émis une trentaine d'ordonnances royales entre octobre 24 et février 26, Louise va en édicter plus de 300. Elle légifère dans tous les domaines pour asseoir en même temps sa stature de femme d'État. Elle augmente beaucoup les impôts, inutile de vous dire. Elle fait également face à des oppositions qui sont en partie liées d'ailleurs à ces décisions fiscales. Louise n'hésite pas à faire preuve d'autorité en taxant certaines très riches familles et même d'une certaine manière et indirectement l'Église. Il va bientôt falloir payer la rançon, réunir l'invraisemblable rançon que Charles exige pour la libération de son prisonnier. Concernant François Ier, justement, le pouvoir impérial va demander à la France des sacrifices absolument extraordinaires. Le roi de France, désormais, est à l'Alcazar de Madrid. Ça donne à l'empereur une puissance considérable. François Ier va rencontrer plusieurs fois Charles Quint. Il essaie lui aussi de négocier un peu sa libération, mais il n'y a rien à faire, bien entendu. Louise va essayer, dans cette affaire, de tenir la maison. Elle décide de devenir un agent diplomatique elle-même. Le 14 août, elle signe la paix avec l'Angleterre. Elle se dit notamment qu'on pourrait peut-être passer des accords financiers avec l'Angleterre. À l'automne 25, elle est bien décidée à prendre la tête d'une ligue italienne contre Charles Quint pour faire pression sur le pouvoir impérial et espagnol. Elle envoie même un courrier à Soliman le Magnifique. D'ailleurs, elle lui offre au passage de beaux rubis pour l'inciter à attaquer l'influence des territoires de l'empereur. Bref, elle est sur tous les fronts. Elle œuvre constamment à la libération de son fils. Elle va d'ailleurs envoyer sa propre fille, Marguerite, comme émissaire en Espagne pour négocier en son nom. Franck Ferrand sur Radio Classique. Début 1526, ça va bientôt faire 1 an que François est prisonnier de Charles. Tout le monde ignore combien de temps ce roi de France va rester captif. Après tout, ça pourrait durer des années, d'autant plus que sa santé se dégrade. Certains vont même jusqu'à dire que le roi est mort en Espagne. Et vous imaginez les inquiétudes de cette régente qui, en même temps, est la mère de François et qui aimerait tellement savoir comment il va. C'est la raison peut-être pour laquelle elle va dépêcher sa propre fille au chevet de son fils. C'est pour être certaine d'avoir des informations de première main et de savoir exactement ce qui se passe là-bas.
Et le 27 janvier 1526, on apprend finalement qu'un accord a été trouvé entre les deux cours, qu'un traité a été signé à Madrid. Le roi de France va pouvoir rentrer dans son royaume, mais avec des contreparties très dures pour la France. D'abord, on va restituer à Charles Quint, quand je dis restituer, on va lui donner, mais il considère, lui, que c'est une restitution, la Bourgogne, vous imaginez. François Ier renonce à toutes les revendications qu'il avait pu émettre sur la péninsule italienne. Il s'engage à épouser la sœur de Charles Quint, Éléonore de Habsbourg. Il faut vous dire qu'il était veuf depuis 2 ans de la reine Claude de France, donc pourquoi pas épouser la sœur de l'empereur. Mais surtout, il y a 2 conditions absolument extraordinaires. C'est d'une part qu'il va falloir payer une rançon mais vertigineuse, colossale, un des pires tributs que la France ait jamais eu à payer dans son histoire. Et puis d'autre part, il va falloir confier des otages à Madrid. Enfin, le roi à l'époque, le roi empereur Charles Quint, se trouve à Tolède, mais il va falloir leur confier 2 otages qui sont les 2 fils aînés du roi. Vous imaginez ça ? C'est-à-dire que le prince François et le prince Henri, le futur Henri II, vont être captifs en Espagne. C'est une histoire incroyable. Louise est néanmoins satisfaite qu'on libère son fils. Elle va quitter Lyon avec sa fille Marguerite et préparer le retour de François. L'échange a lieu le 17 mars 1526. François Ier traverse la Bidassoa. Il croise d'ailleurs ses 2 fils, qui eux font le chemin inverse. Il les croise sur l'île des Faisans, où plus tard on signera le célèbre traité. Et Louise n'a pas souhaité assister à cette scène. Elle est à Bayonne. Le roi va la retrouver donc dans la soirée. Elle peut enfin prendre son fils dans ses bras, mais c'est au prix de ses petits-enfants. François Ier remercie sa mère qui lui rend un royaume quasiment intact et une autorité royale qui, si elle a été relativement secouée, n'a pas disparu dans cette terrible affaire. La question maintenant, c'est de savoir ce qu'on va faire de ce traité de Madrid. Franck Ferrand sur Radio Classique. Louise et François se rendent dans leur ville de Cognac. Sur la route, le roi est ovationné. Louise s'efface. Elle a bien conscience, elle, que les choses ne sont pas aussi simples. Et d'autant moins que son fils va annuler purement et simplement le traité qu'il avait signé à Madrid. Ça veut dire qu'il ne rendra pas la Bourgogne à Charles Quint. Et ça veut dire surtout que non seulement il ne renonce pas à l'Italie, mais qu'il va créer contre l'Empire ce qu'on appelle la Ligue de Cognac. Vous imaginez la situation pour les petits-enfants otages. Je cite Aubray David Chappy. Le 10 mai 1526, François Ier signifie à Lannoy, le vice-roi d'Espagne, qu'il ne rendra jamais la Bourgogne au prétexte que le traité de Madrid, qui lui a été arraché par la force lors de sa captivité, serait caduc. Voilà donc les petits princes prisonniers de l'empereur pour une durée indéterminée et le mariage avec Éléonore repoussé à une date inconnue, tandis que le spectre de la guerre ressurgit. Louise de Savoie demeure soucieuse de trouver une solution pacifique à cette situation inextricable et non seulement elle en est soucieuse, mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que, quasiment toute seule, si je puis dire, puisqu'elle travaillera avec Marguerite d'Autriche à cette paix-là, elle va établir pour l'Europe ce qu'on appellera la paix des dames à Cambrai en avril 1529. C'est quand même le signe d'une puissance immense de la part de cette régente, de cette mère de roi, de cette femme politique dans l'âme qui aura d'une certaine façon marqué tout le début du règne de François Ier, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ça, c'était en septembre 1531. Septembre 1531, comme par hasard, c'est le moment de la grande bascule dans le règne de son fils. Vous écoutez Radio Classique.